Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis cette semaine à Paris, dans les locaux d'Actéo, et je remercie son directeur général, Laurent Tilski, de nous accorder du temps. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Ça va super, merci de m'accueillir et de me consacrer du temps. Je sais que ton temps est précieux et j'apprécie d'autant plus que tu aies pris le temps de nous accueillir dans les locaux d'Actéo. Nous sommes super bien situés dans le 15e arrondissement de Paris avec une vue magnifique. Voilà, ça c'est la première chose quand on arrive chez Actéo, c'est cette vue magnifique qui est très sympa. Et est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr, alors toujours un plaisir de t'accueillir Laurent. Et écoute, Laurent Tilski, j'ai la tâche de pouvoir accompagner les personnes, notamment dans leur montée en compétences et pour leur faire franchir des paliers de croissance. Et mon équipe et moi, au sein d'Actéo Consulting, nous amenons à développer les talents. Et en termes de présentation, je pense que ça peut être intéressant de se présenter par le biais des valeurs. Et je vais donner quelques valeurs qui sont les miennes. La première, c'est d'abord la liberté. J'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi quand j'étais tout petit. Et l'accompagnement n'est pas venu dans une deuxième vie, mais il est arrivé où il s'est presque imposé à moi lorsque j'étais assez jeune, ce qui fait que j'ai un gros parcours aujourd'hui d'accompagnement. Liberté de pouvoir choisir les clients, les accompagnants, les personnes, les sociétés avec lesquelles nous travaillons. Le deuxième, c'est le plaisir. C'est un métier que l'on fait par passion, puisque l'accompagnement, ça demande beaucoup de soi et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité. Et ce plaisir est sans cesse renouvelé. J'étais hier à Nantes avec une société qui est dans le domaine de la cybersécurité, une start-up. La semaine dernière, j'étais avec des chaussures très à la mode au niveau international. Et la semaine d'avant, j'étais dans une entreprise qui fabrique de l'un des produits industriels. C'est toujours intéressant d'avoir ce plaisir de découvrir en permanence. Et je crois que notre métier d'accompagnement, formation, de coaching, nous amène à vouloir partager les expériences avec beaucoup de plaisir. La troisième valeur sera l'écoute. L'écoute, c'est les éléments essentiels du coach, mais c'est aussi les éléments essentiels de la qualité de la relation avec les autres. Et ça s'apprend. Je peux dire que mon écoute n'était pas exceptionnelle lorsque j'étais plus jeune, et au fur et à mesure de l'accompagnement, elle s'est maturée, elle s'est développée. Avec une caractéristique, la caractéristique que je peux avoir, je fais partie de ces coachs, ces formateurs qui sont assez confrontants, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de positivisme, mais qui osent aller confronter un ministre, un dirigeant d'entreprise ou un patron du CAC 40. Et finalement, c'est pas si commun que ça, d'oser avec la forme, avec l'envie, la liberté, l'écoute et le plaisir, d'oser dire un certain nombre de choses ou de faire ressortir un certain nombre de choses. Oui, tu as un parcours extrêmement riche, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu reviennes à la genèse un peu. Tu dis que tu as commencé à t'intéresser à l'accompagnement très jeune. Quel a été l'élément déclencheur ? Ou est-ce que c'était instinctif dès la cour d'école ? Tu avais ce côté charismatique qui t'amenait à prendre le leadership sur tes camarades ? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Ou est-ce que c'est venu plus tardivement parce que tu as fait des études supérieures, mais des études, j'ai envie de dire, classiques, quelque part. Tu te passionnais déjà pour la politique, le commerce extérieur, tu avais vraiment déjà cette envie-là. Mais revenons à la jeunesse, puisque tu dis que ça s'est fait très tôt. Comment tu l'identifies, à quel moment ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un parcours de vie qui permet de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de me développer. Et le premier élément va être la curiosité. La curiosité de tester des choses. Et je me souviens lorsque j'ai choisi de faire un BTS parce que je ne me sentais pas capable de faire des études supérieures plus importantes. Donc j'ai choisi de faire des études courtes à l'époque. Néanmoins, j'ai monté une première association de club de l'investissement avec un partenaire qui était une banque. À l'époque, dans le cadre du BTS, en première année BTS, j'ai choisi également de partir en Angleterre pour aller faire mon stage. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il
Il n'y avait pas Internet. Il fallait faire ses candidatures à la main, ses CV à la main, les envoyer, téléphoner en Grande-Bretagne pour trouver. Et puis, je n'étant pas issu d'un milieu professionnel développé, il fallait tout faire en prospection dans le dur puisque je n'avais pas ce réseau-là. Donc déjà, il y avait cette notion de comment faire les choses différemment, comment découvrir les choses différemment. Puis école de commerce, puisqu'ensuite, j'ai choisi de faire, comme tu l'as justement dit, Laurent, une école spécialisée dans l'international, accompagnement commercial à l'international. À nouveau, montage d'une autre association, vice-président, cofondateur du Cercle Europe, qui était une association européenne de développement de l'Europe. Ça tombait bien, nous étions dans une école de commerce qui développe les relations avec d'autres étudiants. Et puis ensuite, parcours, comme tu l'as dit aussi, classique. J'ai commencé à faire un premier job. N'oublions pas qu'on est dans les années 90. Les années 90, les années de la guerre du Golfe. Très peu de boulot, il fallait manger. Et j'ai pris un boulot qui était très intéressant, d'ingénieur commercial dans une industrie. Puis ensuite, commercial grand compte. Puis ensuite, j'ai été chassé comme directeur commercial, assez jeune. Et j'ai travaillé pendant 2 ans avec des gens qui avaient 25 à 30 ans de plus que moi. Et donc ce travail m'a amené à me dire où est-ce que sont mes points de force et mes points de progrès. Et mes points de force étaient sans doute la volonté d'accompagnement, la volonté de se développer, la volonté de permettre aux autres de se développer aussi. Et finalement, le management, j'étais pas très 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 bon, objectivement. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'aller accompagner les autres. Et donc pour l'anecdote, pour accompagner les autres, j'ai postulé dans mon domaine de prédilection, qui était la formation commercial, puisque j'étais directeur commercial, dans le domaine de la téléphonie. Et j'ai notamment postulé pour une société qui s'appelle Ricoh. Et Ricoh m'a envoyé un courrier en disant « Monsieur, malgré tout l'intérêt que porte votre candidature, nous ne vous retenons pas ». Et par hasard, et je dis bien par hasard, j'ai répondu à une annonce dans l'Express, puisque à l'époque, à nouveau, nous répondions à des annonces, toujours de façon manuscrite. Et la société est une société suisse-allemande qui avait à l'époque pignon sur rue, qui était reconnue pour l'aspect accompagnement managérial au niveau international. Et j'ai intégré cette société comme formateur, avec un parcours de formation très fort. Et mon premier client a été le top management de Ricoh, c'est-à-dire que les personnes qui ne m'avaient pas choisi 3 mois avant, c'est moi qui les ai coachés en management. Ce qui avait un côté un peu ridicule puisque j'avais à l'époque 28 ans. Ah oui. J'avais des gens qui avaient en formation une 50aine d'années. Alors même si la formation de cette société suisse-allemande était vraiment très bien faite, avec beaucoup de techniques, de process qui permettaient d'avoir une véritable valeur ajoutée, il n'en demeure pas moins que j'avais aussi la jeunesse que je n'ai plus aujourd'hui et qui permettait de faire, sans doute prendre beaucoup de risques, vouloir faire beaucoup de choses, mais qui nécessitait sans doute de maturer. Alors, comment tu identifies, et tu parlais de tes qualités tout à l'heure, mais peut-être de tes valeurs plus exactement, comment est-ce que tu as analysé le fait qu'on te confie de telles responsabilités dès 28 ans, d'où ça vient, est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose qui était plus en toi, on parle de charisme, hein, bien sûr, ou est-ce que finalement tu as su te vendre, ou est-ce que c'était quelque chose qui était naturel? Tu as su te vendre, bien sûr, enfin voilà, pour un commercial c'est bien d'ailleurs. Alors, il y a 2 choses. La première, oui, c'est vrai que la capacité commerciale existe et probablement fait partie de ma personnalité. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'avais beaucoup d'humilité et un très très gros syndrome de l'imposteur. Ce qui fait que j'ai beaucoup compensé en travaillant énormément, en essayant d'être le bon élève, en tout cas dans ma partie qui était la formation à l'époque management. Et de fait, je suis monté en puissance pour être de formateur à animateur, consultant senior, coach de consultant et train de trainers, c'est-à-dire formateur de formateurs dans cette société suisse-allemande. Donc oui, il y avait ce côté-là. Alors c'est un hasard, mais le fait que je sois grand aussi donne tout de suite un sentiment d'occuper l'espace. En plus, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les bras, avec les bras, les jambes, la tête, etc. Je suis quelqu'un qui est très très volubile, et à tel point que mes collègues suisses, allemands et internationaux de cette société me disent « Mais Laurent, tu n'as pas la posture du consultant ». Et j'ai dit « Bah ouais, c'est vrai ». Et en même temps, aujourd'hui, j'en ai fait une force, puisque ce côté théâtral, ce côté peut-être un peu too much, devient une marque de fabrique qui me permet aujourd'hui de pouvoir à la fois faire des conférences, mais également pouvoir accompagner des dirigeants qui ont besoin d'avoir du répondant en face d'eux et pas forcément quelqu'un qui est trop en posture de soumission. Donc ce syndrome de l'imposteur de l'époque, cette humilité, m'a permis de dire je vais franchir les étapes, à savoir
certaines personnes ont un rêve absolu de très grandeur, de je veux devenir et autres, ce qui n'était pas du tout mon cas. C'était d'abord un BTS parce que je ne me sentais pas capable de faire autre chose, puis ensuite ingénieur commercial puisque je ne me sentais pas capable d'aller au-delà, et mon rêve était d'être chef des ventes. Et aujourd'hui, j'ai un parcours qui m'amène à me dire, finalement, quand je regarde derrière moi ce qui s'est passé, quand je regarde la façon dont j'aborde les choses, petit à petit, en travaillant dans des associations, en me formant beaucoup, en m'accompagnant et en étant accompagné par des collaborateurs, des collègues, des pairs, des gens que je rencontre au fur et à mesure du temps, dans différents réseaux, comme toi Laurent d'ailleurs, ça nous a permis et ça m'a permis de pouvoir développer cette compétence-là et de se dire que finalement, laissons les choses se faire, avançons là-dessus, sans pour autant trop se prendre la tête et sans trop se prendre au sérieux non plus. Je ne sais plus dans quel article j'ai lu, c'est peut-être, on y reviendra, dans la revue Coaching de dirigeants, où tu parlais de ProcessCom et où on te posait la question si tu étais plutôt empathique ou promoteur, et tu dis je dois être empathique de base, mais le promoteur doit pas être loin, ou je sais pas comment tu as tourné ça, je sais plus comment tu l'as tourné dans une interview que j'ai entendu. Pour te faire une confidence Laurent, mon fils cadet qui a 16 ans vient me voir, il me dit papa tu connais Combini? Je lui dis qu'est-ce que c'est Combini? Il dit regarde Combini, donc je regarde Combini. J'ai dit écoute, prends ton téléphone, branche-le, et on a fait un Combini avec mon fils aîné, mon fils cadet et moi. Ouais, c'est sympa. Et donc c'est dans ce cadre-là, et à un moment donné, comme j'ai ramené mes fils dans ProcessCom, notamment en allant voir la pièce de théâtre Process Comedy, comme je leur ai donné aussi cette envie, ce goût d'aller chercher les typologies de comportement, il y avait la question ProcessCom, empathique ou promoteur, et j'ai répondu sans doute de base empathique et probablement dans l'attitude très promoteur. Et c'est vrai que dans la process communication, il y a la capacité à accéder à différentes potentialités de chacun, au nombre de 6, et j'aime bien avoir ce côté à la fois très relationnel qui fait partie de ma base de personnalité, qui est beaucoup dans l'accompagnement, et d'ailleurs, Laurent, toi comme moi, nous sommes des gens de l'accompagnement, et aussi, j'aime aussi ce côté très proactif on tente des choses, si ça marche c'est bien, si ça marche pas c'est pas grave, dans tous les cas j'apprends, comme dirait Mandela. Ouais, parfait. On peut revenir maintenant directement, je voulais en parler plus tard parce que je sais que tu accompagnes beaucoup et que tu coaches beaucoup, et on parlera de tes clients un peu plus tard avec la process communication. Tu peux nous en dire 2 mots, tu es mon premier invité sur la process communication, en tous les cas qui est un des spécialistes de la process communication. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, parce que tous nos auditeurs ne connaissent pas la process communication. Alors la process com est un élément qui est issu des travaux comportementalistes, notamment de Jung, et qui ont été repris sur les bases de Eric Berne en analyse transactionnelle dans les années 20. Un monsieur qui s'appelle Tebi Keller a développé la process com sur commande de la NASA. La NASA a demandé à ce qu'on puisse travailler sur les comportements pour envoyer des personnes particulièrement intelligentes dans un environnement très stressant, et l'objectif était comment faire en sorte qu'ils communiquent bien et qu'ils évitent de s'entretuer. De ce travail-là, Monsieur Tebi Keller, Dr Tebi Keller, a travaillé avec les psychosociologues, les analystes, les psychiatres de la NASA pour déterminer une analyse comportementaliste en 6 couleurs. Ces 6 couleurs vont représenter l'intégralité de la polychromie de chacun des individus. Et nous allons avoir la capacité plus ou moins facile de communiquer en fonction de chacune des couleurs. Et donc on va parler d'énergie dans la façon de communiquer. Et chacun d'entre nous, nous allons avoir une base de communication qui est notre langue maternelle, qui est celle dans laquelle on se sent le plus à l'aise possible. Je vais prendre un exemple. Si je suis à l'étranger et que je tombe sur un français, je vais avoir la subtilité, je vais reconnaître les codes, la subtilité du langage, l'imparfait du subjonctif. Alors que si je tombe sur, par exemple, un Québécois, je vais dire tiens, c'est du français, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, je vais avoir ma base de communication qui est ma langue maternelle, qui va être aussi ma zone de stress, et ma zone de stress qui peut se révéler très profonde à l'âge adulte. Et enfin, il y a aussi un moment de vie ou des moments de vie qui vont être déclenchés par des choses très difficiles, des grandes joies,
des grandes peines, la peur sur un grand 8, gagner au loto, la naissance d'un enfant, un déménagement, etc., qui fait que je vais avoir un besoin psychologique qui va changer, et à un moment donné de ma vie, je vais avoir une phase. La ProcessCom, c'est ça. C'est comment je vais identifier quelle est ma base de communication et ma zone de stress profonde, quelle est la phase de stress qui est la mienne maintenant pour pouvoir les mesurer, les comprendre. Mais aussi, dans la communication, comprendre comment est mon interlocuteur pour pouvoir utiliser le bon canal, un peu comme un talkie-walkie. Si je suis orange, je me mets sur le canal orange. Si je suis rouge, je me mets sur le canal rouge. Si je suis bleu, je suis sur le canal bleu. Et si la personne présente des zones de stress qui seront observables, je vais pouvoir analyser ces zones de stress, pouvoir faire sortir la personne de stress en fonction de ma qualité de communication, mes verbatims, ma posture et autres. C'est intéressant en négociation, c'est intéressant en communication, c'est intéressant en éducation, c'est intéressant en management, c'est intéressant dans toute situation de stress et particulièrement dans le développement des compétences et l'accompagnement des personnes. Comment ça se passe techniquement si demain nos auditeurs veulent se faire, connaître son profil, process communication et éventuellement l'utiliser? Comment ça se passe concrètement? Alors, comme tout profil de communication, il y a déjà un travail de plusieurs années qui a été réalisé avec une matrice qui permet d'avoir un inventaire de personnalité qui est basé sur 45 questions et qui va permettre de déterminer les niveaux d'énergie nécessaires pour pouvoir accéder à la polychromie aux différents étages. Plus mon pourcentage est élevé, plus j'ai une facilité à utiliser la couleur de la langue dont on parlait tout à l'heure. Plus mon pourcentage est fin et faible, plus ce sera difficile pour moi de communiquer avec des personnes qui sont plus éloignées de moi. Ça va nous donner aussi, ce questionnaire, un inventaire de personnalité qui va donner à la fois les ancrages de communication, prendre soin de soi, les zones de confort dans lesquelles être, les zones de stress dans lesquelles nous allons pouvoir nous trouver, comment faire en sorte de gérer son stress sévère et light en fonction de l'environnement professionnel et personnel. Pour cela, il est nécessaire d'être en lien avec un formateur coach certifié ProcessCom qui a la capacité à la fois à pouvoir faire passer l'inventaire de personnalité, mais également pouvoir le débriefer. Que ce soit process communication ou d'autres éléments de développement de personnalité, nous ne pouvons pas donner un inventaire sans débriefing. Parce que ça peut être violent, ça peut faire bouger des choses. Ce sont des prises de conscience ou des bousculements de croyances qui peuvent être très forts. Et donc ça s'accompagne toujours d'un débriefing derrière. Il y a soit la simple photographie avec le débriefing, soit carrément un travail qui peut être réalisé d'analyse. Et par exemple, dans un coaching d'équipe, ça va permettre d'avoir un moyen d'assouplir les choses, d'avoir un référentiel commun qui permet que tout le monde puisse sortir de l'identification par rapport à chacun pour comprendre comment les gens fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. J'ai été appelé par une société du CAC 40 pour faire une médiation entre la directrice groupe monde de cette société qui a été attaquée pour harcèlement moral par la directrice des ressources humaines France. Le président directeur général m'appelle en disant « Laurent, je voudrais que tu coaches notre directrice générale groupe, puisque notre directrice des ressources humaines groupe, parce que si ça sort dans la presse, l'action risque de perdre des points, etc. etc. » Et dans l'analyse, je me rends compte que c'était trop tard, puisque le CHSCT de l'époque, le CSE, était déjà au courant, la psychologue l'était, le médecin du travail l'était, il y avait un arrêt maladie et autres qui avaient été réalisés. Et donc j'ai proposé une médiation, et je vous le donne en 1000. Lorsque j'ai fait et nous avons réalisé cet inventaire de personnalité pour chacune, 100% d'énergie jaune pour la DRH groupe, 10% d'énergie bleue pour la même personne. Et vous l'avez deviné, à l'inverse, 100% bleu pour la DRH France et 10% jaune pour la DRH France également. En fait, il y avait une opposition. Le simple fait de poser les choses, le simple fait de pouvoir en discuter, de comprendre quels sont les cheminements de pensée qui se font et comment la zone de stress se met en place, permet tout de suite
déjà d'optimiser la relation entre les personnes. Et en l'espace de quelques mois, là, il y a eu une levée de l'alerte CHSCT. J'ai été convoqué devant 22 personnes, etc., pour expliquer les choses en confidentialité, et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc il peut y aller jusqu'au conflit, jusqu'aux situations délicates, et notamment aussi dans les éléments où tout va bien, puisque c'est aussi cela, c'est comment je comprends, comment je capitalise et comment je développe. Un autre exemple. La semaine dernière, dans une société, j'avais 8 personnes d'un comité de direction d'une entreprise dans le domaine de la mode. Et en fait, sur les 8 personnes, entreprise de 250 collaborateurs, très connue, très familiale, il y a eu une imprégnation des fondateurs tellement forte que les 8 personnes avaient 8 bases de communication de type bleu. À l'inverse, je travaille aussi pour une industrie avec donc des gens qui fabriquent le gel hydroalcoolique que nous utilisons tous malheureusement aujourd'hui, qui travaillent également pour des laboratoires, des produits, etc. chimiques, donc c'est une industrie lourde. Et j'ai un comité de direction, un COMEX international. Ils sont sur 100 pays, ils ont 6 unités de production, et j'ai un COMEX qui est très multicolore. C'est beaucoup plus difficile à manager. En revanche, lorsque j'ai de l'étage orange qui est plutôt relationnel, plutôt du jaune créatif, plutôt du bleu qui va être structurant et structuré, et plutôt du rouge qui va être dans l'action et dans le défi, je vais avoir un comité de direction qui va se challenger lui-même et qui va apporter quelque chose de différent. Je ne dis pas que les deux sont en opposition, simplement c'est intéressant de se poser la question de ce qui est en train de se passer dans l'équipe et de ce qui est en train de se passer dans la relation avec mon collaborateur, mon manager. Et je ne vous cache pas que dans toute séance de coaching d'équipe ou formation ProcessCom, nous avons un rapport qui est un rapport à la famille, aux enfants et autres, qui est ultra important, puisque nous touchons de près à l'essence même de la relation humaine. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient mieux se connaître à travers le profil ProcessCom, alors chez Acteo, et on le sait, et on va y venir d'ailleurs, toi, tu accompagnes beaucoup les grandes entreprises et surtout les dirigeants des groupes importants. Hein. Tu as une clientèle, comment dirais-je, de haut niveau. Mais est-ce que vous accompagnez aussi les particuliers ou les gens qui souhaiteraient se faire identifier ou identifier leur profil ProcessCom, oui. Alors bien sûr, il est évident que nous avons des demandes qui sont multiples. Nous avons, grâce au réseau et aussi depuis 18 ans maintenant, la notoriété qui fait que il y a de la recommandation très forte qui arrive de façon très régulière. Et là où nous pouvons être fiers, nos coachs, nos formateurs et moi, c'est que des personnes que nous avons eues il y a 15 ans en coaching nous rappellent 15 ans après en disant « Aujourd'hui, j'ai 250 collaborateurs, j'ai besoin de les accompagner en formation, management et autres, par exemple. » Maintenant, nous avons aussi des demandes qui sont des demandes de particuliers. Le particulier, un exemple, c'est je suis responsable informatique dans une société. On me propose un travail comme directeur informatique dans une autre société. Je n'ai jamais fait partie d'un comité de direction. Je n'ai jamais travaillé sur les aspects stratégiques. J'ai peur. Et donc, je vous appelle 3-4 mois avant de prendre mon poste pour que vous me prépariez à ça. Et là, c'est un coaching tout à fait personnel. D'accord. Et donc, dans ce cadre personnel, bien sûr qu'on peut travailler sur la process communication, mais aussi tous les axes d'accompagnement, notamment en coaching, pour préparer à la prise de poste ou pour gérer des situations difficiles. Je suis dans une situation difficile dans mon entreprise. J'ai du mal à gérer des situations qui sont assez conflictuelles. Je ne veux pas que mon entreprise le sache. Comment pouvez-vous m'accompagner ? Le coach va travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer, les croyances que nous avons qui fait que nous avons des comportements, mais ça tu le connais bien mieux que moi, mais aussi ma part de responsabilité, la part de responsabilité de l'environnement et de l'autre interlocuteur. Et le fait d'avoir un tiers qui fait ressortir ces éléments-là permet d'apaiser les choses. En coaching, que ce soit en entreprise ou particulier, la plupart des gens sortent en disant « je me sens bien ». Je me sens ressourcé et je suis pourtant très fatigué parce que j'ai travaillé, j'ai développé et je me suis remis dans une situation où je me sens opérationnel. Je fais souvent le parallèle de comment on peut se redresser d'une posture antalgique et je fais souvent le parallèle entre le coaching et l'ostéopathie. L'ostéopathe, quand il vous fait rentrer, vous avez mal quelque part, il vous fait marcher, il regarde comment vous n'êtes pas droit. C'est la posture antalgique. Et quand
il vous redresse, il vous réaligne, et c'est un terme de coaching qui est le réalignement. Et que ce soit pour le particulier, le dirigeant, le manager, le middle manager, l'assistante, ce sont toujours les mêmes processus qui font que, quoi qu'il arrive, nous allons leur permettre de se sentir mieux et beaucoup plus opérationnel, voire de monter les échelons dans l'entreprise. D'accord. Donc, chers auditeurs, vous retrouvez les liens dans le descriptif de l'épisode, donc vous n'hésitez pas, si vous voulez connaître votre profil Process Communication, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laurent et de ses équipes. Revenons à toi, parce que ton parcours est passionnant. On vient de parler du coaching de dirigeants, mais tu es aussi, t'es aussi un spin doctor, donc tu as accompagné les dirigeants politiques, ministres, voilà, un certain nombre de parlementaires aussi. C'est aussi une de tes spécialités. Quelquefois, et on en parlait, c'était déjà le cas il y a quelques années, tu es interviewé pour une analyse de tel ou tel homme politique. Tu accompagnes donc ces dirigeants politiques. Comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est finalement ta passion de l'accompagnement d'une part et du monde politique d'autre part qui a fait que tu as réussi à faire le joint, ou est-ce que ça s'est fait naturellement par relationnel voilà. Un peu les deux. En fait, déjà, il y a ce côté curiosité. J'ai la conviction qu'un coach, c'est quelqu'un qui est curieux et qui a besoin de monter en puissance en permanence. Et j'ai la conviction que quand on accompagne les personnes, il est nécessaire que soi-même on fasse un gros travail sur soi. D'où le fait d'être formé à différentes techniques. Alors par exemple, moi j'ai choisi ProcessCom parce que je suis très attiré par ProcessCom. Je trouve ça intéressant, facile à utiliser, visuel et très pratico-pratique. Maintenant il y en a d'autres, hein. Il y a le MBTI que je connais bien, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique. Le coaching politique vient aussi par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la curiosité de se dire comment nous pouvons aller voir autre chose, mais aussi l'opportunité. Puisque quand à un moment donné, un dirigeant d'entreprise dit « Voilà, je me lance en politique, j'ai besoin de me développer pour gagner mes élections, comment est-ce que je fais ?» Et là, y a deux solutions. Soit je dis « Je sais pas faire », soit je dis « Écoute, on va apprendre ensemble et on va voir ». Et c'est comme ça qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, je me suis lancé dans l'accompagnement de candidats, puis d'élus à très haut niveau, puis de situations de communication et autres, que ce soit en média coaching, c'est-à-dire en accompagnement média. On peut aller, et là dans les dernières élections qui ont eu lieu au niveau municipal par exemple, je suis allé jusqu'au relooking, le travail au niveau du maquillage, l'accompagnement télévisé sur les plateaux et autres, donc qui est une partie particulière du coaching, du média coaching, mais aussi dans la posture, dans la vision stratégique, dans le travail d'impact que nous pouvons avoir. Le coaching politique est très, 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 très particulier. Il est très différent parce qu'on s'adresse plus du tout à la même type de population. Ce sont des personnes qui ont un ego très intéressant, parce qu'il faut un ego intéressant pour pouvoir ressortir du lot, et il faut aussi parfois les booster sur un certain nombre de choses et parfois les ramener aussi à la réalité. D'où ce côté confrontant qui est intéressant. Et pour cela, je me suis fait accompagner aussi. J'ai une de mes collaboratrices qui est l'ancienne directrice de la communication de Christine Lagarde, qui connaît bien l'environnement politique. Nous accompagnons dans différents groupes politiques de façon apolitique, et ça c'est aussi une force que nous avons, c'est que nous sommes là pour accompagner les personnes, mais non pas les convictions politiques. Bien sûr. Après, alors c'est vrai aussi que parfois ça ne passe pas, parce que parfois le candidat ou l'élu ou le recandidat va choisir quelqu'un qui va être issu de sa famille politique. C'est intégré, c'est notre posture à nous. Donc nous avons choisi de ne pas être dans ces axes-là. Pour autant, donc nous avons des accompagnements au niveau de très hauts fonctionnaires d'État, au niveau ministériel. Nous accompagnons également des candidats sur des situations parfois très difficiles, délicates, notamment avec des recandidatures après des postures qui sont des postures suite à des procès. Nous avons aussi des éléments qui sont difficiles, des éléments difficiles d'accompagnement sur renouer avec une communication qui a été dégradée à certains moments par rapport à une certaine presse. Et puis il y a tout l'aspect qui est la plus classique de l'accompagnement, qui est l'aspect donner une vision, donner envie, savoir capitaliser sur ses points de force et gommer tous les écueils de communication ou
pour certains candidats de sortir d'éléments, on va dire, purement tripots qui pourraient faire qu'il y a des erreurs de communication. D'accord. Est-ce que là, finalement, tout ce qui est en lien avec j'ai envie de dire, l'iconographie des spin doctors est réelle, c'est-à-dire en fait que vous pouvez être appelé à toute heure si votre candidat ou si l'élu ou si ce grand commis de l'État a besoin de vous, ou est-ce que finalement, dans la réalité, c'est beaucoup plus cool que ça? C'est pas cool. D'accord. C'est pas cool. Non, on est corvéable à merci. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une demande à 23h parce qu'il s'est mal passé quelque chose au niveau d'une allocution, par exemple. Donc vous êtes vraiment dans cette image de clairement. l'urgence. C'est-à-dire que le spin doctor a plutôt une connotation de consultant, de conseil. Le coach aura plutôt une approche de montée en puissance. On n'est pas tout à fait sur la même chose. C'est intéressant de comparer les deux parce que le spin doctor est aussi la nounou et généralement le spin doctor va être identifié à la personne pendant soit une vie politique, soit un moment d'une carrière politique, soit à un moment d'un enjeu politique. Le coach, lui, va déjà avoir plusieurs clients. Donc il a aussi la possibilité d'avoir plusieurs horizons et donc va être appelé sur certains axes. Maintenant, moi, il m'est arrivé d'avoir un appel à 3h du matin en disant je suis à l'étranger, je dois parler devant 2000 personnes à San Francisco, ça va pas. Et donc, je me suis retrouvé à devoir rassurer la personne parce qu'elle était en situation de stress ultime. Il m'est arrivé également de devoir et d'être appelé en urgence en disant là, je suis à Villepinte, il faut absolument que j'ai besoin d'eux et donc on peut y aller. Donc, il peut y avoir ces éléments-là. On a chez le politique beaucoup plus que dans l'entreprise, on a un côté diva qui est très 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 fort. Il y a un côté je veux tout de suite immédiatement et mon ego qui me mène au sommet va aussi m'amener à être d'une exigence rare. Après, c'est aussi au coach d'accepter la certaine allégeance à un moment donné, tout en maintenant une distance pour qu'il puisse continuer à faire son travail. Le spin doctor, dans le sens strict du terme, lui sera beaucoup plus corvéable à merci. Le coach, en tout cas moi, je sais mettre la limite. Et ça, c'est l'avantage du métier de travailler avec des dirigeants déjà au départ, de savoir faire la limite et de savoir dire à un moment donné, là, ça ne fonctionne plus. Et je vous explique pourquoi. Et à votre avis, que va-t-il se passer si et qu'est-ce qui va se passer dans tel cadre? Et il y aura une confrontation et on revoit au point essentiel des valeurs et de la caractéristique qui est la confrontation. Quelle est la différence entre l'accompagnement du dirigeant du CAC 40, et tu en as beaucoup dans ta clientèle, et l'accompagnement on va dire de l'homme politique de haut niveau? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'ils ont un mode de fonctionnement à peu près... Parce qu'il faut aussi un ego intéressant, comme tu le dis, pour être dirigeant d'une grande entreprise. Alors il y a un échelon majeur. C'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise va être reconnu pour sa compétence, va être reconnu pour sa légitimité, son parcours, et va travailler beaucoup sur son charisme et surtout sur sa vision à la fois stratégique, sa capacité de décideur, son charisme. On a vu une évolution dans les 20 dernières années, on est passé du tapis à des Pépi, à des Arnaud, qui sont des gens qui sont beaucoup moins, entre guillemets, show-off. Et ça a beaucoup changé dans la direction générale des grandes entreprises aujourd'hui. Il va y avoir un besoin qui est un besoin de gagner en puissance, et aussi le coach va jouer le rôle de réassurance pour accompagner dans des prises de décision difficiles. On est dans un cadre complètement différent avec le politique. Le politique a un intérêt et un seul, c'est son ego. Et il a le sentiment, à tort ou à raison, que l'ensemble de son environnement est là pour servir ses propres intérêts, sous couvert de convictions politiques, de persévérance et de convictions humanistes. Et pour autant, l'ego va primer beaucoup plus que dans le cadre de la direction d'entreprise. Le bon patron d'entreprise, le bon dirigeant, va savoir s'entourer et va s'entourer de gens qui vont le soutenir, l'accompagner et surtout prendre le relais derrière avec beaucoup de délégations. On va avoir beaucoup de collaborateurs, il va y avoir différentes strates managériales et il va y avoir un rôle d'influence qui va être à tous les niveaux. Le politique, lui, n'aura pas du tout. Il a un cercle très restreint et derrière, il donne des ordres et il exige que ces ordres soient appliqués.
Donc on est vraiment sur deux postures différentes en termes d'ego, on est dans une façon d'aborder les choses différentes et on est dans un accompagnement différent. Parfois, ça peut être très difficile, beaucoup plus difficile dans le cadre d'un haut dirigeant politique que dans le cadre d'une entreprise. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je reviendrai plus tard sur Acteo aujourd'hui. Revenons sur Laurent Tilsky. Tu es aussi conférencier. Ça veut dire que dans quel domaine tu interviens? Parce que tu interviens beaucoup sur la motivation, le leadership. Et finalement, quels sont tes sujets de prédilection quand tu fais des conférences, même si on en a fait un petit peu moins dans les 2 dernières années? Alors la conférence, c'est un autre volet. Alors même chose, toujours dans ce cadre d'apprentissage, de développement et autres. J'ai eu l'opportunité de découvrir le milieu de la conférence aux États-Unis à San Diego, dans la National Speakers Association, qui est l'association des conférenciers américains. Et je me suis dit, tiens, c'est un cadre différent. Nous sommes dans une posture très différente du coach, du formateur. C'est une posture où là, j'apporte un savoir, j'apporte une technicité de conférence pour aller chercher la motivation de 100, 200, 1000, 2000 personnes. Je trouvais intéressant parce que ça apportait aussi, en termes de charisme et d'approche, quelque chose que je pouvais retransférer auprès des dirigeants et des élus politiques, puisque le fait de moi-même pouvoir m'exprimer devant 1000 personnes m'aidait aussi à mieux comprendre ce que vivaient les hommes politiques par exemple, et de les accompagner aussi sur leur posture et leur technicité par ailleurs. Pour ce qui concerne la conférence, mes domaines de prédilection sont le premier, l'accélération du changement. Je me suis fait une spécialité de quand il y a un mouton à 5 pattes dans l'entreprise, comment faire en sorte que les gens soient motivés et envie d'aller vers ce changement. Et l'accélération du changement, c'est notamment quand il y a des fusions d'entreprises, où nous avons 2 cultures d'entreprises différentes, comment faire en sorte de donner une vision commune, et derrière, comment faire en sorte de motiver les équipes. Et donc, il y a tout un processus structurel et un processus psychologique qui rentre en ligne de compte. Et donc, je fais des conférences sur le changement, d'où il vient, comment il vient, quels sont les freins que nous avons, et notamment les freins culturels français par rapport à d'autres pays. Deuxième élément, le leadership évidemment, puisque ça fait partie de mes éléments, de comment je monte en tant que leader. Et le troisième, de plus en plus maintenant, je suis très sollicité, et j'en fais une encore lundi pour l'Alliance française en vidéo, malheureusement, j'aurais bien aimé aller aux Antilles, sur la process communication, justement sur comment j'aborde mes relations avec les autres. Et comme la process com a ce côté visuel, ça me permet de faire des conférences qui sont très enlevées, puisqu'il y a du visuel, des mises en pratique, des jeux de rôle, des mises en situation, mais aussi des vidéos avec des simulateurs, ce qui fait que c'est très très riche et du coup ça donne une conférence qui est extraordinaire dans le sens où il y a un côté très punchy qui revient là-dessus. Donc mes 3 thèmes de prédilection sont l'accélération du changement, le leadership et les postures comportementales. C'est vraiment aux États-Unis où tu as eu ce déclic un petit peu, et on le salue, notre ami Francis Zenz aussi qui avait eu cette même démarche. C'est un ami commun et j'en profite aussi pour faire un coucou à Michel Poulert aussi qui était mon invité il y a maintenant quelques mois. Et c'est ce voyage aux États-Unis qui a été un révélateur, comme beaucoup d'ailleurs qui ont découvert ces grands shows finalement, parce que c'est ça en fait, hein, à l'américaine, avec plusieurs conférenciers qui viennent sur scène et tout d'un coup on se dit waouh, c'est impressionnant aussi parce qu'ils le font avec beaucoup de professionnalisme, hein. Et on n'avait pas forcément cette culture encore jusqu'à quelques années de la conférence en France. Et tu as raison, c'est le terme est bien choisi, c'est le côté waouh. C'est-à-dire que, et je te parle de ça, c'était en 2007, donc ça fait presque une quinzaine d'années maintenant. Ça fait 15 ans, oui. Et donc par rapport à... Oui, ça fait 15 ans maintenant. Par rapport à ce côté waouh, les Américains ont, pour le coup, 15 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que c'est rentré dans les mœurs où, aux États-Unis, monsieur et madame tout le monde va aller voir un conférencier pour apprendre quelque chose sur un concept qui est le keynote speech, c'est-à-dire il y a un message clé qui va passer pendant environ 45 minutes. Et il y a donc toute une technicité qui est très calquée sur le one-man show. C'est ça.
il y a beaucoup d'émotions et on travaille, et là c'est aussi intéressant de faire le lien avec ProcessCom, puisque quand moi je prépare une conférence ou je prépare des conférenciers à faire leur conférence, on va aller toucher tous les axes de ProcessCom. Le besoin d'introspection, le besoin d'action, le besoin d'analyse, le besoin d'émotion, le besoin de créativité et de ludique également. Et donc on va préparer une conférence qui va toucher toute la population qu'il y a en face de nous sur un sujet donné en faisant passer un message. La technicité est très très forte aux États-Unis et il y a un vrai travail de montée en puissance, de développement et autres. Quand il y a 15 ans, je suis allé à la NSA à San Diego, avec Francis d'ailleurs, je me suis dit, mais ça, il faut le monter en France. Et donc, c'est ce qui a donné la création de l'Association française des conférenciers professionnels. Dont tu as été un président et un cofondateur. Dont j'ai été le fondateur d'ailleurs, et Francis m'a accompagné là-dessus. Et donc, en tant que fondateur de la FCP, j'ai fait venir des gens que j'avais vus aux États-Unis. Et je suis allé chercher un certain nombre de personnes connues. À l'époque, il y avait Edgar Gros-Piron, qui était champion olympique et champion du monde de ski de boss. Michael Aguilar, qui s'est très fortement spécialisé dans tout ce qui est commercial et vente. Et puis, finalement, j'ai fait venir tout mon réseau de coachs, consultants et autres, pour qu'ils puissent monter en puissance là-dessus. Et donc, nous avons fait la première association conférenciers professionnels avec 200 DRH qui sont venus voir la première conférence gratuite et que j'avais financé d'ailleurs à l'époque avec le premier site web. Ça a été fait dans un garage au départ. Puis ensuite, ça a commencé à partir et donc on a commencé à professionnaliser les choses et nous avons fait la deuxième convention qui cette fois-ci était payante avec des grands reporters comme Corinne Moriou qui voyageait à l'international sur le domaine des affaires, qui a interviewé plusieurs chefs d'État. On a fait venir Nabil Doss du Canada, qui était la voix à l'époque de Walt Disney en français au Canada et qui faisait toutes les grandes manifestations. C'était le Léon Zitrone québécois en fait. Et donc c'est une voix extraordinaire qui s'est exprimée d'ailleurs sur la voix. Et puis ensuite il y a eu la 3e convention internationale des conférenciers professionnels en France, où on a fait venir le père Rocker qui est venu. J'ai interviewé sur scène Laurent Gounel, l'auteur de L'homme qui voulait être heureux. Et en fait, ça a commencé à prendre comme cela, et c'était encore très tôt, hein. On est dans les années 2010-2011. Et puis au fur et à mesure, le monde a changé en France, la conférence a commencé à prendre, et je dirais que c'est maintenant, et malheureusement un peu droppé par le Covid, c'est maintenant que ce métier-là devient et commence à prendre ses lettres de noblesse. Et il était important, et c'était ma vision des choses au départ, de créer un environnement qui est un environnement professionnalisant pour que les gens puissent apprendre le métier, le découvrir, mais aussi qu'il soit cadré, qu'il ne soit pas fait à l'emporte-pièce. Un peu comme Laurent Goldstein, lorsqu'il s'est impliqué dans l'Association internationale des coach, la Fédération internationale de coaching, où à un moment donné, on va redonner un cadre, on donne des valeurs, on donne un professionnalisme et autres. Et donc tout ce travail-là existe toujours aujourd'hui. Donc moi, je suis sorti de l'association puisque on en parlait tout à l'heure offline, Laurent. Le monde associatif est un monde qui est très demanding et que il est aussi nécessaire que nous gagnions notre vie par ailleurs et que le bénévolat c'est bien, mais il faut savoir faire passer la main également. Ouais, je te remercie pour le clin d'œil. Mais en ce qui concerne ICF France, c'était déjà bien structuré au moment où j'ai eu le grand privilège d'en assurer la guidance pendant 2 années. Tu as fait la une, merci en tous les cas. On retrouve facilement le lien par rapport à l'association des conférenciers professionnels. Elle est toujours active, ça fonctionne. Absolument, elle fonctionne très 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 bien. L'Association française des conférenciers professionnels, association-conférencier.com. Donc j'ai toujours mémorisé, c'est moi qui ai créé le nom. Donc existe toujours. Elle a toujours sa convention internationale, soit pendant la période Covid de façon distancielle, soit présentielle pour la prochaine version qui aura lieu à mi-2022. Il y a toujours des intervenants internationaux qui viennent. Et le public peut venir, c'est-à-dire il faut payer sa place, c'est ça? Tout à fait. Moi, je ne suis pas membre de cette association, mais si je veux assister à ce show, je viens, je paye et je profite de cette journée, en fait. Bien sûr. Alors, en plus, le gros avantage, c'est que nous avons fortement ouvert à des profils complètement différents. Il y a des gens qui font de la conférence en entreprise
en se basant sur le domaine de la magie. On va ouvrir également sur des domaines un peu plus ésotériques tels que le yoga, la méditation, dans un cadre professionnel, puisque ce sont des conférenciers professionnels dont l'objectif est de gagner leur vie en faisant payer les conférences. Donc ce n'est pas l'amateurisme. Et derrière, on a soit les membres qui sont invités et qui vont payer une cotisation annuelle en tant que membres de l'association pour monter en puissance en assistant aux ateliers de travail, aux conférences, aux éléments de effet miroir, au coaching que propose l'association, soit pendant les conventions internationales. Vous avez la possibilité également d'avoir le tarif invité, où là vous assistez aux conférences en tant qu'auditeur, et c'est passionnant. Il y a des gens qui viennent faire des conférences de Dubaï, de Singapour, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Belgique, d'Angleterre, et chacun a sa spécialité puisque le conférencier professionnel est identifié avec sa spécialité. Et moi, la mienne, par exemple, c'est l'accélération du changement. Accélération du changement de comportement et d'attitude notamment. Ça va se situer où? Puisque c'est dans quelques mois, là, vous savez déjà à peu près? Non. C'est à Paris que ça aura lieu. Pour l'instant, le lieu est encore en train d'être défini. C'est très souvent dans une salle de conférence ou dans un théâtre qui est aussi adapté pour pouvoir faire ce type de choses. Donc, nous avons réalisé dans les 10 dernières années une conférence tous les ans, hormis Covid, et dans différents endroits. C'est toujours intéressant parce qu'on apprend toujours quelque chose et il y a un effet, je reprends ton terme, waouh. Super, donc je vous invite vraiment, chers auditeurs, si vous en avez la possibilité, d'abord d'aller sur le site de l'association des conférenciers professionnels dont Laurent nous a parlé il y a quelques instants. Et voilà, si vous pouvez, c'est vrai que ce sont toujours des grands moments. Tu as aussi participé à l'élaboration et au lancement de cette magnifique revue que j'ai devant les yeux, que j'avais lue en ligne, qui est Coaching de dirigeants, qui s'appelle Coaching Dirigeant. Et vraiment, je le recommande parce que c'est vraiment un ouvrage, une revue qui est semestrielle, mais qui est très très chouette. Il y a plein d'informations très utiles, plein de coachs qui parlent de leur métier, de coachs de dirigeants, mais il y a vraiment plein d'informations, comment aussi trouver son coach, attention à éviter les imposteurs aussi. On y apprend aussi beaucoup de choses sur les startups, les PME, les PMI. C'est vraiment une superbe revue. Le prochain numéro, c'est ces jours-ci, je crois, c'est en janvier. Il sort dans 8 jours, à fin janvier. Le numéro du premier semestre 2022 sort dans une semaine. La couverture, c'est Emmanuel Macron sur la communication de Macron et des personnages politiques de la campagne présidentielle. Donc nous sommes en plein dans l'actualité, avec notamment une rubrique sur le coaching en interne dans les grandes entreprises. Il y a un article de 2 pages là-dessus. Il y a également un dossier sur Châteauforme, sur les lieux de séminaire de prestige. Il va y avoir aussi les bonnes questions à se poser pour bien choisir son coach. Ouais, c'est ça. De façon comment choisir son coach qui est dedans. Donc il y a pas mal un dossier sur le coaching interne, je crois. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Ouais, le coaching interne en entreprise, absolument, qui est réalisé. Il y a l'objectif, c'est que ce soit un magazine pratico-pratique, déjà qui s'adresse bien sûr aux dirigeants, de façon à ce que le dirigeant qui veut faire coacher son équipe de direction, veut se coacher lui-même ou faire coacher ses équipes, puisse comprendre comment fonctionne le coaching. Il y a également un élément c'est le seul magazine qui aussi parle du métier de coach. Il n'y en a pas d'autres sur le marché aujourd'hui, qui permet aussi à des coachs de pouvoir s'exprimer. Il y a toujours un livre qui est mis en avant également en lien avec le coaching. Il y a une rubrique qui est les chiffres du coaching, et donc sans tabou, c'est combien coûte une séance de coaching, combien de temps ça dure, tous ces éléments qui sont des éléments qui ne sont pas forcément connus du grand public. Et donc il y a vraiment le côté à la fois pratique, le côté prise de hauteur, des interviews, des portraits également de personnes. Et dans le dernier
dernier numéro, il y avait également un dossier sur l'accompagnement stratégique d'un directeur d'une société cotée en bourse. Ouais. Alors c'est une très très belle revue, hein, sur papier glacé. C'est vraiment c'est ce type de revue qu'on a envie de garder d'ailleurs, hein, parce que elle est très 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 bien faite. On la trouve comment ? Moi, je l'avais eu en ligne. Merci, tu viens de m'offrir mon exemplaire que je vais garder précieusement. Moi, j'avais le privilège de le lire sur le site d'Actéo. Mais on la trouve comment ? Est-ce qu'elle est disponible ? Parce que c'est bien de se la procurer en version papier, je vous garantis. Elle est magnifique. On la trouve comment ? Alors, c'est un magazine qui est gratuit. C'est-à-dire que c'est un magazine qui n'est pas destiné à la vente, il est destiné à promouvoir le métier de coaching. On le trouve en ligne sur le site coaching-dirigeant au singulier.com, sachant que la revue s'appelle Coaching Dirigeant au pluriel, pour des questions de droit et des questions de blocage de nom web. Pour la revue, il suffit de demander à la revue qui vous envoie un exemplaire papier et il est distribué dans un certain nombre d'endroits. Donc on le retrouve notamment, je le citais tout à l'heure, dans les châteaux formes, mais on le retrouve également dans différentes boutiques chez nos sponsors, puisque nous avons un certain nombre d'annonceurs à l'intérieur. Prestigieux. Oui, on a notamment le Arcaneo, qui est la société qui organise Top DRH et qui est un événement majeur dans le domaine des RH, et puis également d'autres enseignes. Donc l'objectif, il est vraiment de garder ça plutôt en ligne pour des questions également écologiques, et bien sûr, il y a le print qui existe pour ceux qui le demandent, évidemment. Comment tu gères ton énergie ? Parce que tu fais énormément de choses. Je suis arrivé ce matin, il était 9h, tu m'as dit je rentre du sport. Tu as des rituels de vie particuliers. Comment tu fais pour gérer ton énergie ? Alors, comment je gère mon énergie ? Je gère mon énergie comme je la fais gérer par les personnes que j'accompagne, à savoir en écoutant mes propres besoins psychologiques. Alors oui, tous les matins, j'ai un coach sportif, 2 fois par semaine, j'ai un coach sportif qui vient ici, sur lequel je travaille de 7h45 à 8h45. Je déteste ça, j'ai horreur de faire du sport, je déteste avant, je déteste pendant et je déteste après. Et pour autant, en termes d'hygiène de vie, c'est important pour garder la pêche, l'énergie et surtout préparer physiquement toutes les belles années qui sont devant moi. Donc 2 fois par semaine, tu as 1 heure que tu détestes en fait. C'est ça, absolument. Donc je fais cela. Après, en termes d'énergie, je pense que c'est papa et maman. C'est-à-dire que je pense que c'est un don qui n'a rien à voir avec moi. C'est je fais partie de ces personnes dites ultra dynamiques, sans pour autant être zébulon, puisque mon métier est un métier qui est très calme et très posé dans la relation. Et pour autant, j'ai beaucoup d'énergie et j'adore cette énergie. C'est-à-dire que j'aime le contact avec les gens, j'aime faire beaucoup de choses différentes et j'adore le changement. Tu m'as posé la question tout à l'heure, tiens, c'est sympa les bureaux ici. Je dis, tu vois, les bureaux, ils changent de place tous les 6 mois et on va modifier l'environnement, la déco, etc. tous les 6 mois puisque en tant qu'accélérateur de changement, j'aime le changement. Donc je propose, j'accompagne ce que j'aime faire et ce que je sais bien faire. Et donc cette énergie, c'est juste un don qui est un don donné par mon papa et ma maman. D'accord. T'as des rituels particuliers de vie au-delà de cette heure de sport ? Est-ce que tu pratiques de la méditation ? Est-ce que tu lis beaucoup ? C'est quoi tes rituels ? Est-ce que tu as des rituels ? Alors mes rituels, donc déjà, il y a celui que je déteste le plus, c'est le sport je fais. C'est bon. J'ai des rituels, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de relations humaines, très fortes, et dans mon tempérament, j'ai une fidélité à toute épreuve, ce qui fait que mes amis, je les ai depuis 25, 30, 40 ans, et ils se cumulent sans se remplacer. C'est-à-dire que très périodiquement, je rencontre de nouvelles personnes qui rajoutent cela avec une relation très très forte. Donc j'ai besoin d'avoir cet environnement-là. J'ai besoin également d'avoir une vie familiale qui est très soudée et qui est très basée sur la relation de confiance et la proximité. Et ça fait partie des choses que j'ai établies, qui sont inaltérables. Donc ça fait partie de mes fondements, de mes bases. Ensuite, j'ai appris dans ma zone d'apprentissage à m'intéresser à la presse. En même temps, j'étais un peu obligé en coachant des dirigeants et en coachant des politiques, j'avais pas le choix. Donc, j'ai un rituel 2 fois par jour, tous les matins, tous les soirs. J'ai une demi-heure de revue de presse tous les jours, de façon à pouvoir nourrir à la fois les coachés, les formations, mon apprentissage. Et ça fait partie du rituel. C'est quelque chose qui n'est pas
dans mon ADN au départ. Je me suis amené à le faire et je lisais récemment un article sur les bonnes pratiques des milliardaires. Alors malheureusement, je n'en suis pas dans notre métier. Laurent, nous ne sommes jamais milliardaires. Malheureusement, on ne le sera jamais, mais c'est pas grave. On a la rétribution affective. Voilà, c'est ça. On a la richesse du cœur, comme dirait l'autre. Et je lisais un papier sur les milliardaires disant que tous les milliardaires ont ce rituel de « je m'impose 20 minutes par jour ou 20 minutes par semaine, de façon à travailler sur quelque chose de particulier. » Et c'est vrai que ça marche, c'est une étude de Harvard Business Review qui dit que lorsque l'on reproduit plus de 21 fois un schéma, ça devient une habitude ancrée. Je me suis astreint à faire cela, notamment sur la presse, régulièrement, 2 fois par jour, pour pouvoir regarder les lignes, les articles, etc., etc. En termes de lecture, justement, là, si tu me le permets... Allez, allons-y. Allons-y. Parce que il y a beaucoup de livres ici, mais Laurent en a préparé 3. Oui. Et il savait que j'allais lui poser la question sur le bouquin, mais on va faire une exception aujourd'hui. Il a 3 livres devant lui dont il va nous parler. Alors, il y en a 3. Le premier, c'est celui que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle Souvenir, Souvenir. C'est Souvenir numéro 2. Tu le sais bien, le temps passe, de Catherine Ney. Catherine Ney, donc, qui est d'abord quelqu'un qui a fréquenté le monde politique de façon assez importante. Elle a écrit le numéro 1 et c'est le pouvoir politique des présidents vu depuis les sources du pouvoir et notamment l'Élysée. Et donc ça démarre grosso modo à, on va dire, fin de Gaulle, particulièrement Mitterrand. Et là, dans le numéro 2, j'en suis à Monsieur Hollande notamment. Et après, nous aurons Monsieur Macron avec toutes les anecdotes du pouvoir qu'il y a dedans. C'est super intéressant, c'est particulièrement bien écrit et c'est croustillant de plein d'anecdotes. Ça, c'est un premier bouquin que je trouve intéressant parce que pour moi, c'est aussi un moyen de m'évader et d'apprendre un monde que je connais par le biais du professionnalisme, mais non pas par le biais de l'intérieur. Le deuxième, qui est très connu, il y en a plusieurs, c'est le Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est juste un bonheur en termes de prise de conscience, de réflexion, et particulièrement maintenant avec ce qui vient de se passer sur la COP26, particulièrement avec la pandémie, on se pose des questions existentielles que se posent également nos enfants, et toute cette génération Z qui va arriver dans les prises de responsabilité dans quelques semaines et quelques mois. C'est aussi une réflexion personnelle, qui est une réflexion personnelle importante, car aujourd'hui, nous sommes et nous avons choisi avec mes collaborateurs et moi de rajeunir notre clientèle. Alors déjà, il y a des raisons tout à fait pratico-pratiques et bassement financières, c'est que les clients que j'ai pu accompagner il y a 15 ans, aujourd'hui arrivent à la retraite. Donc aujourd'hui, il faut renouveler le cheptel. Et la deuxième, c'est que je trouve intéressant que dans ce cadre de transmission, et c'est aussi pour cela qu'il y a 2 ans, j'ai fait une formation en supervision de coach dans le cadre de la transmission. Dans le cadre de cette transmission, je trouve intéressant d'arriver avec des équipes managers, des candidats, des élus très jeunes, qui aujourd'hui ont entre 25, 28, 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord notre avenir et ils ont aussi besoin d'avoir des référentiels, des attitudes et des comportements qui cadrent avec leur temps. Et la réflexion Sapiens m'a aussi amené à avoir cette réflexion-là sur l'accompagnement et qu'est-ce que moi je peux apporter en termes de contribution. N'oubliez pas, la liberté et la passion, je m'éclate dans mon métier. J'adore ce métier, je l'ai choisi, il ne s'est pas imposé à moi. Et comme je l'ai choisi, j'ai envie de le faire pour pouvoir en faire profiter au maximum les personnes. Et le troisième, je l'ai cité tout à l'heure, je le recommande beaucoup en coaching, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Pourquoi ? Parce que c'est un... Alors pour l'anecdote, L'homme qui voulait être heureux est un livre qui a été écrit par Anne Carrère sous un autre titre et qui était un livre de développement personnel. Et en fait, quand on l'a mis et quand il a été mis il y a 15 ans sur les étals, il s'en est vendu 4000. Laurent Gounel et Anne Carrère ont eu cette idée magnifique de changer le titre, L'homme qui voulait être heureux, mais aussi de changer la couverture en mettant une couverture de couleur verte. Or, dans l'édition comme au théâtre, le vert est très peu utilisé, puisque notamment au théâtre, ça porte malheur. Sauf que dans les relayages et dans toutes les devantures où il y avait beaucoup de bleu, de blanc, de rouge, quand le vert est arrivé, on ne voyait que ça.
bilan de l'opération. Le livre « L'homme qui veut être heureux » a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Il a été traduit dans 22 langues et les droits ont été rachetés par Spielberg. C'est une très très belle aventure et en fait c'est une séance de coaching romancée avec une histoire. Et moi j'aime bien les choses simples. J'aime bien les choses qui sont de bon sens et je trouve que Laurent a eu ce talent dans ce premier livre d'avoir à la fois l'essence de la croyance limitante et de l'expliquer, mais aussi de prendre conscience que ce n'était pas si grave que ça et qu'on pouvait changer les choses avec des éléments simples. Et c'est aussi notre métier en tant que coach. Merci pour les 3 livres. En tous les cas, souvent je leur demande un, mais toi tu nous en as amené 3 et ils étaient là. Je les voyais sur la table, donc merci d'en avoir parlé. C'est quoi les projets d'Actéo et de Laurent Tilsky maintenant pour 2022 et en avant là pour l'avenir? Alors, au-delà de ce que tu viens de me dire sur être en perpétuel changement, est-ce que vous avez des projets que vous avez envie de nous partager? Actéo est dans une phase un peu particulière aujourd'hui. C'est une société qui existe à la fois en Belgique et en France. C'est un peu particulier. On a beaucoup de demandes et nous commençons à avoir beaucoup de demandes en termes volumiques. C'est pas l'ADN d'Actéo au départ et c'est pas le mien non plus. C'est-à-dire que c'est une entreprise où nous sommes peu nombreux. En revanche, on fait beaucoup de moutons à 5 pattes. Des cadres difficiles, des fusions, des difficultés. Là, par exemple, j'accompagne une start-up qui a pour objectif de devenir une licorne. Nous accompagnons, ils sont tout petits, ils sont 14, et nous coachons les 14 personnes. Il y a du jus de cerveau, il y a de l'ambition, il y a des choses, et c'est ça que moi j'aime dans mon plaisir et la liberté. Il s'avère que aussi la qualité des prestations que nous avons fait que nous avons de plus en plus de demandes de nos anciens clients. Ça fait 20 ans que nous accompagnons une très grande société dans le domaine de l'intérim. Ça fait 15 ans que nous accompagnons un éditeur de logiciels qui sont des sociétés internationales qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et souvent nous étions sur des missions qui étaient assez petites. Coaching de quelques dirigeants, coaching d'équipe, accompagnement, formation sur des éléments très pointus. Et là, il s'avère que depuis un an, on nous demande de faire beaucoup de volumiques, 100, 200, 300, 250 personnes, dans des cadres de formation certifiante, puisque nous avons un processus certifiant en management. Nous avons également un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avoir une matrice qui permet de faire du volume. La vraie question que va se poser aujourd'hui Actéo, c'est est-ce qu'on va continuer sur cet aspect volumique qui n'est plus le même métier, qui est plusieurs dizaines, centaines de personnes. Est-ce qu'on va rester sur ce cadre-là? Donc, toute la réflexion stratégique se fait là. Donc, je ne peux pas répondre à tes questions. Je ne sais pas encore le choix que nous allons faire là-dessus. En tout cas, à titre personnel, moi, mon objectif, c'est de m'éclater. C'est d'avoir des gens avec lesquels, en prenant des risques. Quand je dis que je coach aujourd'hui une équipe de direction où les gens entre 25 et 28 ans, on est purement dans la génération Z. Il y a des réflexes qui ne sont pas les miens et j'ai choisi cette mission et c'est moi qui l'anime parce que j'apprends et que j'apprends ce qui sera le management de demain. Et j'espère que demain, je pourrai apporter aussi cette contribution à que va-t-il se passer. D'accord. Merci beaucoup. En tous les cas, on sent bien que la passion est toujours là, elle est présente chez toi. L'énergie aussi, c'est très agréable de pouvoir échanger avec toi. On arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Alors là, tu me coinces parce que c'est la question que je pose systématiquement à la fin de mes séances de coaching. Quelle est la question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée? Est-ce que je suis heureux? D'accord. C'est la question que tu aurais pu me poser. Ouais, d'accord. Et la réponse aurait été alors? Parfaitement heureux. Et non, j'ai la grande chance d'être très bien entouré. Ouais. J'ai la chance d'avoir des succès familiaux très forts. Oui. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, mais mon fils a la même semaine réussi le challenge de 1, être diplômé de son école d'ingénieur, 2, d'avoir son brevet de pilote loisir, et 3, de signer son contrat de travail. Ouais. Donc, j'ai le sentiment du travail accompli en tant que papa, le sentiment du travail accompli en tant que chef d'entreprise, et du coup, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Donc oui, parfaitement heureux. Il me manque juste les voyages, mais c'est prévu pour le mois d'août l'année prochaine. Ça va revenir. Pour le mois d'août 2022, pardon. Ça va revenir, oui. Ça va revenir. Merci en tous les cas pour le temps que tu m'as consacré ce matin. Merci pour nos auditeurs qui ont le plaisir d'écouter cette émission et pour tout ce que tu as apporté. Je pense que on aurait pu peut-être faire encore 2 heures. Il y a tellement à dire et merci de ta qualité d'échange. Le mot de la fin te revient. Ah non, avant, oh là là,
Laurent, fin de mois, c'est normal. Quel invité tu me recommandes d'inviter ? Quelle personne tu me recommanderais d'inviter à ce micro ? Alors je vais être très embêté, mais je vais prendre un risque et je sais qu'il ne m'en voudra pas. Cette fameuse start-up dont je parlais tout à l'heure, j'étais avec les 3 fondateurs hier en coaching à Nantes. Et donc Philippe Humeau, je le connais depuis 15 ans. J'ai eu l'occasion de l'accompagner quand il était dirigeant d'une entreprise qu'il avait déjà créée à l'époque. Et cette start-up est sur une niche. Elle est sur une niche très particulière, c'est comment repérer les hackers pour pouvoir les neutraliser au niveau mondial. Et donc, ils ont déjà levé 5 millions d'euros. Il y a une levée de fonds qui va se faire au mois de juin et une autre qui se fera. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros levés par rapport à cela. En fait, la société s'appelle CrowdSec et cette société, c'est le Waze de la cybersécurité au niveau mondial. C'est un projet, c'est un bijou initial qui est tellement loin de mon environnement. Et surtout, Philippe a une personnalité hallucinante. C'est un faiseur, c'est quelqu'un qui est dans l'action et il a un storytelling extraordinaire. Superbe. Extraordinaire. Il fait des conférences au niveau international sur sa partie. Bien sûr. Il est brillantissime et il est en train de monter une société et peut-être que CrowdSec deviendra dans les 5 ans qui viennent une licorne. Et pour nos auditeurs, la licorne, c'est une société qui se revend à 1 milliard d'euros. Super, magnifique. Merci beaucoup Laurent, tu as le mot de la fin. Bien que le mot de la fin va être tourné vers toi. J'ai été d'abord très touché et très honoré que tu me proposes de faire cette interview. La deuxième, ça me rappelle nos échanges puisque nous avons l'occasion, parce que je vais dévoiler un certain nombre de choses. Nous avons l'occasion, Laurent et moi, d'être dans une même montée en compétences sur un certain nombre de sujets et la relation est là et c'est vrai que ça fait partie de la qualité relationnelle de notre métier, de savoir reconnaître à la fois la valeur ajoutée, la capacité relationnelle et aussi la capacité d'empathie et donc je voulais dédier ce dernier mot à toi. Je te remercie beaucoup. Merci à tous de votre fidélité, de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle rencontre et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Au revoir Laurent. Au revoir Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.